Trouver sa place, c'est aussi aider les autres à trouver la leur. Bonjour à tous, je suis Camille, CRHA, spécialiste en santé mentale au travail pour le groupe Conseil Perrier. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, enfin, surtout spéciale pour moi, car c'est elle qui m'a tout appris. C'est elle qui m'a donné tous les outils pour faire ce métier correctement, et c'est elle qui fait partie de ces personnes qui m'ont aidé à trouver ma place. Elle, c'est Hélène Gatt, mon ancienne DRH. Vous allez voir, cet épisode est rempli de conseils et donne des clés à ceux qui se sentent perdus dans leur carrière professionnelle. Si vous êtes actuellement en pleine remise en question, si vous souhaitez changer de métier et ne savez pas comment effectuer cette transition professionnelle, ou encore si vous sentez qu'il y a un conflit entre vos valeurs et celles de l'entreprise, cet épisode est fait pour vous. Allez, il est temps pour moi de vous laisser avec Hélène Gatt. Bonne écoute. Bonjour Hélène, puis bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'était tellement important pour moi. Je savais qu'un jour, en fait, j'allais t'inviter dans le podcast. C'était sûr et certain que j'allais t'inviter dans le podcast. Alors pourquoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma carrière RH avec Hélène. C'est un peu elle qui m'a tout appris. Donc t'imagines pas à quel point je suis fière aujourd'hui qu'on puisse être ensemble, que tu puisses partager avec nous toute ton expérience. Du coup, bienvenue à toi. Puis comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Merci beaucoup. Première fois que je peux enregistrer un podcast, mais ravie en tout cas de le faire avec toi. Ravie de voir comment tu évolues, ravie de suivre tous les épisodes que tu as fait à travers ce podcast qui m'ont quasiment tous intéressés. Je les ai tous écoutés. Et donc aujourd'hui, j'espère être à la hauteur pour que tu puisses continuer avec tes épisodes, mais ravie d'être là. Et ça c'est sûr et certain, j'en doute pas une seule seconde, puis j'en doute pas que les personnes qui nous écoutent aussi vont trouver ça super intéressant, surtout qu'on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, mais avant d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet, je voulais qu'on apprenne un peu à te connaître, qu'on rentre dans ton univers, surtout qu'aujourd'hui on est chez toi, j'ai la chance de vous accueillir chez toi en plus, et qu'on remonte dans le passé, et que tes 10 ans, tiens, à tes 10 ans, que tu nous dises comment tu t'imagines quand tu avais 10 ans. Est-ce que tu avais déjà un rêve de métier, quelque chose que tu voulais faire ? Comment est-ce que tu voyais tout ça ? Eh bien, 10 ans, je ne savais pas du tout répondre à la question. J'ai jamais fait partie de ces enfants qui avaient un métier de rêve, vraiment pas. Et après, j'ai eu un parcours qui était assez classique, où je rentrais dans les cases scolaires, donc j'ai eu une filière très, très générale et qui m'a amenée au métier de RH, mais j'ai jamais eu de rêve particulier, je me suis plutôt laissée porter jusqu'ici. Et justement, quand tu as découvert du coup le métier de RH, parce que c'est pas du tout un métier où on ne parle ni au collège, ni au lycée, même presque pas à l'université. Comment est-ce qu'on arrive à ce métier-là ? C'est vrai, et c'est en te le disant que j'en prends conscience, effectivement. J'ai connu les ressources humaines à travers mes alternances. Une chose qui était importante pour moi, c'était d'allier études théoriques et de pouvoir aller tout de suite sur de l'alternance et des stages. Et c'est directement en fait à travers ces stages-là où je suis tombée en fait dans les ressources humaines. Et j'étais en école de commerce et je suis restée dans les ressources humaines. D'ailleurs, j'ai fait une spécialisation après mon école de commerce, justement en RH à l'IGS pour avoir plus de fondamentaux, notamment dans le droit du travail, sur les ressources humaines. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là ? Qu'est-ce que t'as aimé ? Moi, c'est l'humain. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui a toujours été un fil rouge dans ma vie. Et c'est vrai que maintenant, quand on y repense, au collège, je me voyais plutôt aller dans du médico-social. Donc, il y a quand même le côté humain, entraide, aider, qui a quand même toujours fait partie de mes fils rouges, mais sans mettre forcément de métier à côté de ça. Et je sais pas si, parce que moi aussi j'ai fait l'IGS comme toi, et on a eu un prof justement qui nous disait non mais si vous êtes venu ici pour faire de l'humain, en RH en tout cas pour faire de l'humain, oubliez ça et changer de métier, c'est pas du tout pour ça. Je sais pas si t'as eu le même prof, qu'est-ce que tu penses de cette phrase m'a marqué de ce prof-là, parce que j'ai un peu les mêmes raisons que toi, de me diriger dans cette filière-là. T'en penses quoi de ça ? Je comprends. De laisser un petit peu sans voix. Effectivement, je partage pas forcément ce qu'il a pu te transmettre. Moi, quand je suis arrivée plutôt en RH à l'IGS, j'étais plutôt avec des profils qui venaient de psychologie. Et moi, en venant d'une école de commerce, au contraire, je trouvais que j'avais une autre vision des RH. Et j'ai fait en sorte de pouvoir vraiment
garder le H de humain qui est très important dans cette fonction-là au sein de l'entreprise où il faut garder et prendre en compte les réalités économiques et sociales dans nos prises de décision. Donc voilà, je trouve que finalement, il faut garder l'humain dans l'entreprise, c'est de toute façon un des piliers fondamentaux, mais qu'il faut aussi avoir cette vision de l'entreprise pour pouvoir apporter des conseils qui soient pragmatiques et réalistes pour tout le monde. Complètement. Et du coup, tu as fait ce métier-là pendant une bonne dizaine d'années. Si je ne me trompe pas, tu t'es épanouie là-dedans, sur toutes ces 10 dernières années. Et puis à un moment donné, tu t'es posé pas mal de questions. Donc je voulais qu'on parle de ça, en fait, de tout ce qui t'a plu. Comment est-ce que ça t'a plu? Pourquoi? Et puis après, venir à ce cheminement-là où tu t'es dit, ah tiens, peut-être pas tant que ça. Effectivement, les questions, je me les suis posées à 35 ans. Parce que justement, tout s'était déroulé sans couac jusqu'ici, donc je ne m'étais pas posé de questions et je m'étais vraiment laissée porter. Et après un peu plus de 10 ans en tant que responsable RH au sein de plusieurs structures, j'étais plus alignée en fait avec mon métier. Je prenais plus de plaisir à me lever le matin pour aller au travail sans forcément comprendre pourquoi. Il n'y avait pas de... Alors, j'avais le sentiment de plus du tout aimer mon métier, mais il y a une petite voix en moi qui me disait que c'était peut-être pas complètement ça. Je mettais vraiment pas de mots derrière le mal-être qui était en train de vraiment de prendre de plus en plus de place dans mon quotidien, et je laissais filer la situation bien malgré moi. Donc ça a vraiment été un moment de vie pas forcément évident, et ça a bien duré 2 ou 3 ans. Je suis quelqu'un d'assez lente avant de réagir, parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait, et puis du temps aussi avant d'avoir le courage de prendre des décisions, et puis aussi d'avoir du temps de se poser les questions et de réfléchir intérieurement à quelle réponse apporter à toutes ces questions-là. Donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a beaucoup malmenée, mais aujourd'hui j'en suis vraiment ressortie grandie parce que j'ai appris à me connaître, en fait. J'ai appris à me connaître à 35 ans. Je ne m'étais pas posé toutes ces questions-là avant. Mais c'était quoi l'élément déclencheur? Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Et où tu te dis, non mais là, Hélène, c'est bon, il faut y aller, quoi. Et c'était le fait de plus arriver à aller au travail avec de l'enthousiasme, et puis de me renfermer sur moi-même, de passer plus de temps sur mon canapé qu'auprès d'amis, et ça a été vraiment un signe très fort pour moi, où je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui basculait. Et à partir de là, donc, t'as vu ça, et là tu te dis, ok, on va faire quelque chose, et t'as commencé par quoi? Est-ce que c'était une discussion que t'as eue? Est-ce que... Tu sais, parce que là tu me dis que ça a duré quand même 2-3 ans, que ça s'est installé au fur et à mesure, mais à un moment donné où tu sautes le pas, où tu te dis, ok, maintenant je veux plus être comme ça. Comment ça se passe, ce moment-là? Et ce moment-là, j'ai eu la chance en fait d'avoir des proches qui étaient extrêmement proches de moi et qui avaient envie que je me sente mieux et qui m'ont beaucoup aidée dans ces moments-là. Donc c'est vrai que tous ces questionnements professionnels sont arrivés dans une phase de vie où personnellement j'allais bien, je me stabilisais, et du coup ça a apporté un équilibre, et le fait de me sentir bien d'un point de vue personnel m'a permis de mettre toute mon énergie sur mes questionnements professionnels, parce que justement j'avais un cadre, quand je rentrais chez moi, je me sentais bien et je pouvais parler, et j'étais écoutée, et on m'apportait aussi des conseils qui étaient très très pertinents pour le coup, parce que la personne me connaissait très très bien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, c'est celui de penser à moi, en fait. C'est penser à moi. Et donc, clairement, celui qui me l'a apporté, c'est donc Maxime, avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et pour lui, c'était une évidence que je faisais passer les autres avant moi et que je prenais pas le temps pour moi. Pour moi, c'était pas du tout une évidence. Et effectivement, à force d'en parler, j'ai pu prendre conscience que de prendre du temps pour moi, d'apprendre à me connaître, ça allait me permettre de répondre à tous les questionnements professionnels. Et si quelqu'un aujourd'hui est dans la même situation que toi, se pose toutes ces questions-là, et justement perdu dans tout ça, comment tu fais pour pouvoir apprendre à te connaître? Tu sais, tout le monde dit ça, apprendre à te connaître, tu sais, ça a l'air presque genre super facile, mais il suffit d'apprendre à te connaître.
Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit si facile que ça. C'est complexe. C'est ça. C'est complexe, ça demande beaucoup d'énergie, mais effectivement, d'apprendre à se connaître, moi, c'est passé par plusieurs, j'allais dire, il y a plusieurs prises de conscience. Donc, il y a effectivement d'avoir un entourage qui te permet de te sentir suffisamment bien pour que tu puisses te poser des questions et t'aider aussi à alimenter la réflexion. Et puis, prendre du temps pour soi, moi, ça a clairement été à travers le sport, où je me suis découverte. J'ai découvert que je pouvais lever des barrières que je me mettais toute seule. Que quand je me suis mise à courir, au début, je me souviens, c'était avec mon ancienne entreprise Clever Edge dans laquelle on s'est rencontrés, où on s'était inscrit à un 10 km et ça me paraissait fou d'aller faire 10 km. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. Et puis au fur et à mesure, j'ai allongé les distances. Et je me suis rendu compte que les limites se dépassaient, que c'était moi-même qui me mettais mes barrières toute seule. Donc ça m'a permis d'apprendre à me connaître, de lever justement certaines barrières, de voir que je pouvais dépasser mes limites. Et ça fait partie, ça fait clairement partie des points très importants. Donc ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers la musique, à travers la cuisine, à travers n'importe quel loisir. Mais effectivement, pour moi aujourd'hui, c'est devenu une bulle d'oxygène. Quand je mets mes baskets et que je vais courir toute seule, c'est un moment juste de reconnexion avec moi-même. J'ai le sentiment que mon cerveau, je l'ai mis de côté et qu'il ne se passe rien, mais c'est pas vrai. En fait, inconsciemment, il y a beaucoup de choses qui se passent et quand je reviens d'un run, je me sens bien et je sens que je me suis ressourcée, quoi. Donc ça fait partie aussi des fondamentaux pour apprendre à se connaître. Et puis aussi de s'ouvrir les horizons. Parce que je pense que quand on est dans son quotidien professionnel, on a tous 1000 choses à faire. Quand on parle avec... je connais personne qui me dit qu'il a le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Tout le monde court après le temps. Et finalement, de prendre aussi le temps d'écouter des podcasts, de se connecter à des conférences, de s'ouvrir un peu les horizons, d'écouter des témoignages d'autres personnes. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et finalement, c'est le confinement qui m'a permis de trouver ce temps-là, parce que on était un petit peu à vivre au ralenti. Et il y a du temps qui se dégageait parce qu'on ne pouvait plus voir nos amis, on voyageait moins. Donc voilà, je me suis plongée dans des témoignages de personnes et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les horizons. Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier que tu te rappelles aujourd'hui Alors, pas forcément. Mais c'est le fait d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu tous les témoignages de toutes plein de personnes, des personnes qui avaient fait des reconversions, qui étaient passées de métiers de bureau à fameuse reconversion à 180 degrés où on part élever des chèvres, ou faire du fromage, on devient boulanger. T'as eu cette idée à un moment donné ? Non. Okay. Faut être honnête. Non, je savais que je ne ferais jamais ce genre de choix-là et du coup j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir me refaire une reconversion parce que justement je faisais pas un virage à 180. Et j'ai le sentiment que souvent quand on dit oui je vais faire autre chose, il faut absolument faire quelque chose de totalement différent pour réussir sa reconversion. Donc ça me bloquait. Ça faisait aussi partie des barrières dont je parlais parfois on se met des barrières tout seul. Moi ça a fait partie des barrières. Mais non, j'ai pas eu de témoignages clés. En revanche, je m'étais connectée à une conférence de Claire Courroyer, avec qui je travaille désormais. Sa conférence, c'était Trouver sa juste place. Et j'ai beaucoup aimé cette accroche. Et quand je me suis connectée, effectivement, il y a eu énormément de prise de conscience sur des points auxquels j'avais jamais pensé moi toute seule. Et donc du coup, elle m'a énormément ouvert les yeux, effectivement, sur il y a plusieurs façons d'exercer son métier. Et effectivement, c'est important de trouver sa juste place. Et sa juste place, ça passe à travers son métier et aussi à travers son environnement de travail. Et bien justement, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton parcours. Et c'est justement hormis le fait que j'ai toujours voulu t'inviter dans le podcast, mais l'autre raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est parce que ce que j'aime dans ton parcours, c'est qu'au départ, tu t'es dit, non, en fait, les RH, c'est peut-être plus fait du tout pour moi, c'est peut-être plus un métier qui me convient. Tu t'es posé toutes ces questions là-dessus, puis au final, après cette remise en question, tu restes quand même dans les RH. Qu'est-ce qui a fait
que tu es quand même resté dans les RH, donc de ce que je comprends, tu as un peu dévoilé en disant bah, c'est l'environnement, mais c'est quoi, tu as analysé l'environnement de travail dans lequel tu étais qui ne te correspondait pas? C'est quoi exactement? Effectivement, moi quand je me suis connectée à cette conférence et les premiers échanges que j'ai eus avec Claire, c'était clairement, écoute Claire, dans 2 mois, je quitte mon entreprise actuelle, je ne veux plus être RH, trouve-moi un autre métier. Il faut que, voilà, en début d'année 2022, je fasse autre chose. Et voilà, maintenant on en rigole toutes les deux, parce que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais pour moi, le métier n'était plus fait pour moi. J'avais tellement la boule au ventre que c'était plus possible de travailler. Mais ça, justement, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? C'était quoi cet environnement de travail qui t'a donné la boule au ventre? Ouais, tu sais, de revenir un peu sur cette période-là pour qu'on comprenne mieux cet environnement qui fait qu'aujourd'hui, tu restes quand même dans les RH, mais tu as changé d'environnement et comprendre les différences. Effectivement, je pense que c'est l'environnement dans lequel on travaille, mais c'est un environnement qui peut convenir à certaines personnes et ne pas convenir à d'autres. Et l'entreprise dans laquelle j'ai été, tout plein d'autres personnes s'épanouissent dans cette entreprise et j'en suis ravie pour elles. Simplement, moi, j'ai pas réussi à trouver ma place en fait dans cet environnement. Et ce qu'on me demandait de faire, j'arrivais pas à m'impliquer, les décisions, je les avais pas intégrées, et du coup, j'étais toujours sur la défensive, et donc moi, c'était extrêmement énergivore, et j'y prenais plus de plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai gardé des contacts avec cette entreprise, je sais que ma remplaçante s'éclate dans son travail, et j'en suis ravie pour elle, simplement, moi, c'était pas ma place, c'était vraiment pas ma place. Mais voilà, un environnement peut ne pas me convenir à moi, mais peut convenir à d'autres personnes, et heureusement. Donc voilà, c'est extrêmement personnel. C'est extrêmement personnel. Mais ouais, c'est ça en fait. Parce que moi, je me dis, quand t'as envie, des fois, t'as ce truc-là où tu te dis, en fait, ça va peut-être pas, j'ai peut-être envie de changer de carrière ou des choses comme ça. Mais de pas. Tu sais, parce que souvent, quand on te dit ça, ben vas-y, réfléchis, juste le fameux réfléchis sur toi, regarde ce que t'aimes, comment tu es, apprends à te connaître et tout ça. Oui, je pense que c'est une grosse partie, que ça reste super important. Mais là-dedans, dans ce apprendre à se connaître, c'est aussi l'environnement de travail dans lequel on aime travailler, de quelle façon est-ce qu'on aime travailler, est-ce que c'est en étant, on va repartir sur du télétravail, mais 100% en télétravail, avec des collègues, ça va être quoi les relations, etc. Et je pense que c'est aussi une grosse partie parce que, d'après moi, puis tu me diras ce que t'en penses, c'est des fois, t'as l'impression que tu dois vraiment tout changer, alors que c'est peut-être juste un seul élément à changer dans tout ça et pas forcément faire ce gros virage avec toutes ces grandes histoires qu'on entend de ce fameux 180 degrés, ce qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, t'as l'impression que tu dois faire ça pour être à nouveau bien, alors que pas forcément. Effectivement. Après, c'était pas uniquement changer d'environnement de travail, c'est qu'aujourd'hui, je continue dans les ressources humaines. Effectivement, je suis épanouie aujourd'hui en ayant retrouvé mon métier, enfin, et en tout cas en ne l'ayant jamais lâché finalement, en restant RH, mais je le fais complètement différemment. Et j'ai réussi à allier aujourd'hui un côté où je garde ce côté RH opérationnel que j'avais depuis quelques années. Et à côté de ça, j'ai des missions plus de conseil et d'accompagnement RH. Et c'est l'alignement et la complémentarité en fait, de ces 2 postes qui me permettent aujourd'hui de m'épanouir dans mon métier. Et qu'est-ce que justement, on est encore en RH aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entreprises pour pouvoir accompagner les transitions? Parce que je me dis qu'en tant qu'entreprise, tu as aussi peut-être ton rôle aussi à jouer là-dedans pour pas perdre les talents que tu as. C'est pas parce qu'ils se plaît plus peut-être dans ce métier. Alors on va repartir sur les RH, dans les RH, et puis se dire, tiens, le métier de... J'en sais rien, en vrai, je suis en train de réfléchir. Je vais passer plus sur du management, sur un autre, ou chef de projet, ou quoi que ce soit. Ça serait peut-être intéressant d'amener ça. Est-ce que les entreprises, c'est leur rôle, d'après toi aussi, d'accompagner là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose de plus personnel? Comment est-ce que tu vois ça? J'aurais pas de réponse tranchée sur la question. Je pense qu'effectivement, c'est important déjà pour chaque personne à titre personnel d'apprendre à se connaître, de se poser des bonnes questions. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, je ne savais pas répondre à la question qu'est-ce que tu aimes faire dans le travail? Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Qu'est-ce que tu aimes faire? Mais en vrai, c'est difficile comme question. C'est pas si facile que ça. Hein. On se la pose peut-être pas, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est vrai que c'est Claire qui me l'a posée et j'étais complètement déstabilisée par cette question parce que je n'ai pas su y répondre. Et ça a fait un déclencheur énorme pour moi parce que en fait, c'est la base de tout. On passe beaucoup de temps à travailler, donc autant aller sur quelque chose qu'on aime faire. Donc ça a vraiment résonné en moi.
Donc effectivement, la démarche, c'est à la personne de l'avoir et d'avoir l'énergie, d'y mettre en tout cas l'énergie suffisante pour aller chercher au fond de soi ce qu'on aime faire. Et ça peut aussi passer par ce qu'on n'aime pas faire, ça permet déjà d'enlever certaines choses. Moi, je sais que j'ai fonctionné comme ça, c'était plus facile pour moi de dire en tout cas et de formuler ce que j'aimais pas faire. C'est beaucoup plus simple au début. Mais après, effectivement, pour moi, c'est quand on est côté entreprise, c'est que les entreprises, et maintenant c'est vrai que quand je recrute, je fais d'autant plus attention à ça, je pense que je le faisais de façon inconsciente, de faire vraiment attention à ce que le candidat aime faire, vraiment lui poser la question, et de faire en sorte qu'on va pouvoir y répondre à travers le poste. Aujourd'hui, recruter une personne pour ses compétences techniques, mais qui n'a pas forcément, c'est pas forcément ce qu'elle aime faire, il va y passer une énergie énorme pour avoir un résultat qui dans la durée ne va pas tenir. Donc c'est d'arriver à dissocier, on parle de plus en plus des soft skills, et pour moi c'est là où il y a tout un intérêt à vraiment aller sur ces compétences de savoir-être et de comportement pour s'assurer que la personne est en phase et sur des plaisirs de faire, qu'elle active des moteurs d'épanouissement qui vont être source d'énergie pour elle dans le temps et pas uniquement des compétences techniques. Surtout qu'aujourd'hui, les compétences vraiment métiers et techniques, on sait qu'elles ont une durée de vie qui est relativement courte. Donc c'est important de pouvoir recruter des personnes et de les mettre aux bons endroits et selon les plaisirs qu'on a dans le travail. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un côté très créatif, et nous, notre métier ou les fonctions sur lesquelles on va le faire travailler, ça va plus être de l'opérationnel ou de l'amélioration continue. Cette personne-là, elle ne va pas être dans la durée, elle ne va pas s'épanouir. Et du coup, je vais me permettre de te challenger un peu. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est un peu, tu sais, dans notre bulle, puisqu'on fait toutes les deux des métiers qu'on aime beaucoup. Et puis, des fois, je me dis qu'on est un peu dans cette bulle-là où on se dit, en fait, faut qu'on... J'essaie de bien formuler ça pour bien transmettre mon idée, mais il faut que les personnes trouvent absolument le métier qui leur correspond, qui soit vraiment bien, celui qui va avec leurs valeurs, etc. Oui, mais nous, on a de la chance de pouvoir se poser ces questions-là, de pouvoir se dire, ok, où est-ce que je peux trouver ça, etc. Mais ça fait pas partie, c'est pas le cas pour d'autres métiers, comme quand tu travailles à la chaîne, par exemple. Ça va pas être dans ces choses-là. Et moi, ce que j'aimerais amener avec cette idée-là que je te partage, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour tout, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment possible en fait, est-ce que ça serait possible pour tout le monde de faire ça, d'avoir cette pause-là, de se remettre en question là-dessus, là où on n'a pas toutes ces chances-là? Effectivement, c'est une très bonne question. Ça s'applique peut-être pas aussi facilement sur tous les métiers. Ça c'est clair, je pense. Après, c'est aussi de pouvoir, on l'entend beaucoup, mais donner du sens aussi. Donner du sens en fait au travail, parce que chaque travail est utile. Quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, quel que soit son poste, c'est que ça va être utile. Donc c'est aussi de pouvoir vraiment bien faire passer les messages de l'impact du travail. À quoi ça sert, à qui ça sert, tout ce qu'on fait au quotidien, et ça c'est quel que soit finalement son poste. Et on l'a bien vu pendant le confinement, que des métiers qui malheureusement ne bénéficient pas d'une image très valorisante, c'était vraiment eux qui étaient sur le terrain et qui nous ont permis de continuer à vivre, à pouvoir faire nos courses. Et donc oui, je pense que ça permet de remettre aussi un petit peu les idées en place. Oui, complètement. Et j'aime bien que tu en parles, parce que justement, maintenant que le confinement est passé, c'est comme si on avait oublié aussi tous ces personnes-là et puis qu'on est reparti dans notre quotidien super rapide, etc. Alors que ce sont des personnes qui ont aussi toute leur importance. Mais aussi, là-dessus, pour ça aussi, l'autre chose aussi, je me dis qu'on pourrait partager avec ceux qui nous écoutent, c'est que oui, il y a le travail et c'est top, mais il n'y a pas que le travail. Puis là, je veux revenir à ce que tu me disais au début. T'as aussi, peut-être que toi, dans ta vie, personne qui m'écoute, le travail pour toi, c'est peut-être juste quelque chose qui te permet de te nourrir et point barre, et tu cherches pas quelque chose de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression
enfin qu'on te force, personne te force à faire ça, mais en tout cas qu'on valorise plus de oh il faut absolument que tu sois heureux au travail, que tu sois bien, etc. Alors oui, c'est sûr, tu passes plus de temps au travail qu'à la maison, alors c'est mieux, mais peut-être que tu peux trouver de la valeur ailleurs qu'au travail, et là où tu t'épanouiras peut-être encore plus. Ah, moi j'en suis convaincue. je suis convaincue qu'en fait il faut être en harmonie avec soi-même et qu'effectivement il faut qu'on trouve, que chacun puisse trouver vraiment cette harmonie entre vie privée et vie professionnelle, et c'est très important d'être en phase en fait avec soi-même. Et moi je juge pas quelqu'un qui me dirait moi mon métier est uniquement alimentaire, je peux complètement le comprendre, tout comme quelqu'un qui vit à travers son métier. Voilà, tant que la personne y trouve son équilibre et son harmonie, c'est parfait. Moi je pense que je suis entre les deux. Moi je fais partie de ces personnes-là qui ont voilà, le travail est très important. Je ne me verrais pas ne pas travailler et ne pas être en phase avec mon travail. D'ailleurs, la preuve, quand j'ai pas été en phase avec mon travail, c'était très compliqué et ça commençait à impacter de façon trop importante ma vie personnelle. Mais effectivement, c'est d'être en harmonie, et quand on apprend justement et on se connaît et qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, finalement, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est la même chose dans le professionnel et dans le personnel. Ce qu'on aime il y et a ce un qu'on lien. aime. Il y a un lien, par exemple, moi je le vois dans le personnel, je suis beaucoup dans l'entraide et pour aider, et à titre complètement personnel, c'est vrai que je me suis investie dans des actions de bénévolat, par exemple, et dans le professionnel, c'est les mêmes verbes qui reviennent, c'est que j'ai besoin de me sentir utile, d'entraider, de créer du lien dans l'entreprise entre les hommes qui font l'organisation dans laquelle je travaille. Donc finalement, j'ai besoin de cette harmonie-là dans mon pro et dans mon perso pour me sentir alignée avec moi-même. Et comment est-ce que tu arrives justement à avoir cette harmonie ? Voilà, c'est d'avoir trouvé l'environnement de travail et de garder mon métier finalement de RH parce que j'avais besoin, et finalement c'est un métier qui me correspond bien dans un environnement où aujourd'hui j'ai aussi plus d'expérience qu'il y a 10 ans, donc je connais mieux aussi les valeurs qui m'animent, et j'ai réussi à trouver des entreprises qui partagent ces valeurs-là, et ça change beaucoup de choses aussi. Et puis dans le personnel, c'est aussi de mettre au bénéfice de personnes à travers du bénévolat mes conseils de RH. Pour le coup, j'aide à l'insertion, à la réinsertion professionnelle, et là c'est toute mon expérience en recrutement que je mets auprès de personnes qui aujourd'hui en ont besoin et qui sont en recherche d'emploi, et voilà, ça me permet moi de faire un lien entre le pro et le perso, et je suis bien alignée avec ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager ? Parce que tu nous dis que tu accompagnes les personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Est-ce que tu vois des choses qui sont plutôt difficiles à pouvoir, quand tu réintègres le monde du travail, quand tu t'es perdu, ou des choses comme ça que tu vois et que tu aimerais peut-être partager aujourd'hui, ou l'entreprise elle pourrait peut-être avoir un impact sur ça ? C'est une grande question parce qu'effectivement, moi j'ai toujours travaillé dans des entreprises où j'étais plutôt en train de recruter des profils pénuriques. Donc en fait, quand je recrutais, j'allais en fait débaucher quelqu'un d'une entreprise pour lui proposer de travailler dans la mienne, mais je ne créais pas vraiment de l'emploi. Là, à travers le bénévolat, je me rends compte d'un autre marché du travail qui est très précaire, où il y a une réelle fracture numérique dont je n'avais pas forcément conscience. Et ça ouvre énormément les yeux, ça amène beaucoup de réflexions. Et effectivement, alors pour les grandes entreprises, je pense que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait travailler. On devrait commencer par quoi ? De permettre en fait d'ouvrir déjà les horizons sur comment on recrute. Aujourd'hui, moi j'accompagne des personnes qui n'ont pas accès à Internet, ce qui me paraissait, je me rendais même plus compte en fait, que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas un ordinateur pour postuler. Aujourd'hui, toutes les entreprises postent en ligne leurs annonces. Et ça, par exemple, je me suis sentie un peu ridicule, mais je l'ai découvert avec mon bénévolat, je ne m'en rendais même plus compte. Mais alors, où est-ce que les entreprises devraient mettre leurs annonces ? Où ? Parce que là, c'est sûr, à n'importe qui, même quand tu fais de l'accompagnement sur la marque employeur, sur le recrutement, pour pouvoir attirer dans ton entreprise, tout le monde va te dire, mais oui, va publier sur LinkedIn, sur les job boards, etc. C'est là où tu auras le plus de visibilité. Mais alors, dans ce cas-là,
dans Oui, quel il faut autre endroit? continuer. Oui, voilà. Oui, bien sûr qu'il faut continuer Ok. sur tous ces canaux-là et que ça dépend des métiers aussi Oui, sur lesquels on exactement. recrute. Mais effectivement, parfois, c'est vraiment de mettre en place des partenariats avec tous les acteurs de l'emploi. On a énormément de missions locales, il y a les pôles emploi, et pas uniquement de diffuser en ligne. Il y a, enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, les Cap Emploi, enfin, il y a beaucoup d'acteurs et d'associations et de missions locales qui travaillent à l'insertion de personnes qui n'ont pas accès effectivement à tous ces moyens numériques et qui peuvent aussi aider les entreprises à recruter sur certains métiers. Bien sûr, il n'y a pas une seule façon de faire, il y a une façon de faire par métier finalement, par secteur d'activité. Ça, j'aime bien ce que tu dis, c'est le fait qu'il n'y ait pas de recette et que tu me dises pas « Oh, bah si, tu sais, Camille, va juste publier dans les journaux, puis tu donnerais ça comme conseil, parce que ça c'est déjà arrivé. » Puis je trouve ça plutôt ridicule, mais juste de dire justement aux personnes qui nous écoutent que ça va dépendre de votre environnement de travail, de votre secteur de métier, de qui est-ce que vous recrutez, de l'endroit aussi où est-ce que vous recrutez. Puis tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on peut faire, que ce soit en termes de management, de RH ou en tant que directeur d'entreprise, pour mieux accompagner les transitions? Ouais, c'est un vaste sujet, effectivement, et moi, c'est un sujet qui, en tant que professionnel RH, m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi un outil qui accompagne cette démarche-là, sur lequel j'ai pu me faire certifier, où aujourd'hui, quand on parle de plaisir de faire, de ce qu'on aime faire dans le travail et ce qui permet aux personnes vraiment de s'épanouir dans la durée, il y a des études qui ont été faites, qui sont scientifiques et qui ont été prouvées, et qu'aujourd'hui je peux le déployer auprès de certaines entreprises clientes, qui est très intéressant. C'est aujourd'hui, on a des talents en nous qui sont stables dans le temps. Et quand on arrive à mettre des mots sur ces talents-là, on apprend à se connaître et ça nous permet, en tant que personne, de savoir comment mieux gérer notre carrière professionnelle, sachant qu'aujourd'hui, tout est possible. Enfin, ça l'était déjà avant, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu plus ouvert à avoir des carrières et des métiers qui évoluent davantage plutôt que des carrières plus linéaires ou hiérarchiques. On se pose plus de questions, on évolue plus, on peut changer de métier. Et donc de mettre des mots sur justement ces talents et ces plaisirs que l'on a, ça nous permet de nous ouvrir les horizons sur des métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et donc ça, c'est une démarche où j'encourage vraiment les entreprises à le faire, parce qu'en permettant à leurs collaborateurs d'aller dans cette démarche-là, les entreprises apprennent aussi mieux à connaître leurs collaborateurs. Et quand on arrive à l'entretien annuel et qu'on leur demande comment ils se projettent dans l'année qui arrive, on a beaucoup plus de contenu finalement pour travailler des carrières que uniquement d'arriver et de se dire qu'est-ce que tu as envie de faire, alors que le collaborateur n'a pas forcément une vision bien claire des évolutions et des possibilités au sein de l'entreprise, et l'entreprise ne connaît pas complètement son collaborateur parce qu'elle le connaît à travers son métier actuel et son poste actuel. Donc finalement, ça permet vraiment d'élargir le débat et d'apprendre à connaître la personne et toutes ses compétences, et pas uniquement le métier pour lequel qu'elle est en train d'exercer. Et comment ça fonctionne justement, cet outil-là? Cet outil, moi j'ai été assez surprise parce qu'il est simple. C'est sous forme de questionnaire, certes un peu rébarbatif, mais on le fait qu'une fois. Okay. Ça dure une 20aine de minutes et il en ressort 5 familles de talents, et qui permet en fait vraiment à la personne d'apprendre vraiment de mettre des mots sur ses plaisirs de faire, et on en a tous. Il y a 20 familles aujourd'hui de talents et en moyenne une personne a entre 5 et 8 talents. Et est-ce que... Alors, c'est parce que je connais pas du tout aussi, puis du coup, moi, tu me dis ça, mais maintenant, je suis hyper curieuse, je vais aller regarder. Tu sais à quel point, pour moi, c'est hyper important, l'aspect scientifique, donc t'es sûre que je vais aller regarder de l'aspect scientifique, comment... Ah oui, carrément. D'ailleurs, si tu peux... Alors, je sais pas si tu peux nous envoyer les informations et si je peux les partager. Bien sûr. Ah, super. Parce que du coup, si tu peux les partager, ce que je vais faire, c'est que vous allez retrouver dans les notes de l'épisode tout ce que Hélène va nous partager là, et puis comme ça, vous allez pouvoir aussi y avoir accès. Et puis, je reviens du coup sur l'aspect scientifique, c'est parce que il n'y a pas si longtemps, je me suis posé les questions sur, tu sais, les tests qu'on te fait à l'université, les MBTI et tout ça.
Et puis j'ai découvert, parce que moi j'adore ce genre de test, je sais, apprendre à se connaître et tout, je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, on aime ça, on apprend plus de choses sur nous, ça nous permet d'avancer, etc. Donc j'adore ça, puis j'ai été étonnée, parce que quand j'ai commencé à lire les études scientifiques qui ont été faites là-dessus, c'était que, en fait, ça marche pas si bien que ça, dans le sens où il, il faut que... je vais bien choisir mes mots parce que je sais que ça peut être assez clivant comme sujet, donc c'est pour ça que j'essaie de choisir mes mots. Mais en tout cas, que tout le monde peut un peu se reconnaître dedans. Tu pourrais prendre n'importe quel et puis l'échanger, et puis dire mais si, regarde, ça te correspond. Ça, tu retrouverais des caractéristiques qui te correspondent parce que c'est pas spécifique. Enfin, c'est des choses qui sont assez globales dans lesquelles les gens vont se retrouver. Comme par exemple... je sais pas moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens et puis parler avec eux, mais parfois j'aime aussi me retrouver seule. Tu sais, c'est hyper global, ça peut arriver à tout le monde, même moi qui est hyper sociale, oui j'adore les gens, mais j'aime aussi me retrouver seule. Quelqu'un qui est peut-être l'inverse de moi peut aussi aimer les gens, aller les voir, mais aussi avoir, tu sais, et ce qui fait que, au final, ça ça t'aide pas plus que ça en fait. T'as l'impression de te connaître plus alors que pas du tout. Attention, je critique pas tous parce que je sais qu'il y en a qui sont très bien, que quand c'est suivi par un psychologue c'est parfait, qu'un analyste tout ça c'est bien. Mais il y a beaucoup de tests qu'on nous vend qui sont pas si bien que ça et qui arrivent dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, je mets un gros warning là-dessus parce que ça peut au contraire, tu sais, des fois aussi mettre des gens juste dans des cases et puis toi t'appartiens que à celle-ci et puis c'est tout et puis au fait du coup tu fais pas évoluer la personne vers autre chose ou quelque chose qui pourrait encore mieux la correspondre. Je suis partie un peu partout. Mais je suis plutôt en phase avec toi, okay. Effectivement. Il y a plein d'outils qui existent, c'est clair, et qui apportent des choses différentes. Après, il faut aussi savoir bien les lire et bien interpréter les résultats. C'est ça. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est ça qui peut être compliqué et c'est bien aussi d'avoir plusieurs outils qui permettent d'avoir une vision. C'est des aides pour mieux se connaître, mais il ne faut pas prendre ça non plus comme argent comptant. Et effectivement, tu parlais du MBTI. Le MBTI, ça va être sur le comportement. Là, moi, le profil dont je parle, qui s'appelle le profil T5 pour le nommer, 5 parce qu'il y a 5 grandes familles, tout simplement. Okay. En fait, ce profil-là, il est vraiment sur ce qu'on appelle donc les talents, qui sont les plaisirs de faire de la personne et qui sont stables dans le temps. Et c'est pas lié au comportement. Donc, c'est vraiment des choses qui sont dans ton ADN, qui sont innées en toi, que tu as et qui vont rester. Donc, quel que soit le moment de vie dans ta carrière, que tu aies 20 ans ou 60 ans, tu as ces talents-là en toi et tu auras toujours autant de plaisir à les activer à 20 ans ou à 60 ans. Le comportement, lui, il évolue quand même avec le temps. Enfin, moi, je me rends compte que je ne suis pas la même qu'il y a 25 ans quand j'ai commencé à travailler. J'ai 10 ans de plus, je ne suis pas complètement la même. Donc voilà, c'est vrai qu'on grandit, on s'enrichit. Voilà, il y a des choses qui évoluent, notamment, je pense, notre comportement. En revanche, nos talents et ce qui nous épanouit vraiment, ça, pour le coup, c'est stable et ça nous permet d'avoir un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et moi, personnellement, ça me conforte, en fait, dans mes décisions. Et le fait d'avoir mis des mots sur vraiment moi, mes talents et ce que j'ai dans mon ADN, ça me permet d'avoir suffisamment de confiance aujourd'hui en moi pour aller prendre d'autres choix finalement que j'aurais peut-être pas fait sans passer ce test-là. Mais voilà, moi j'en suis convaincue parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement révélateur. Aujourd'hui, quand je le fais passer, les personnes vivent la même chose que moi, donc je me dis que ça fonctionne bien. Mais effectivement, selon le talent qu'on a, pour en revenir et faire le lien avec le MBTI par exemple, le MBTI, on va nous dire si on est plutôt introverti ou extraverti par exemple. Mais en fait, chaque talent qu'on a entre nous, la personne va l'activer différemment si c'est quelqu'un qui est introverti ou si c'est quelqu'un qui est extraverti. Mais par exemple, si on prend le talent de l'affronteur, par exemple, quelqu'un qui aime bien aller lever les obstacles, confronter les idées, un commercial, par exemple, doit avoir ce talent en lui. S'il n'a pas ce talent d'affronteur, le commercial, il va vraiment être dans le dur, parce que ça fait quand même partie de sa mission. Mais ça peut très bien être quelqu'un d'introverti, comme quelqu'un d'extraverti. Juste que la façon de mener les échanges ne sera pas la même.
mais le talent est le même. Et tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de nous partager là, d'autant plus que tu nous dis, faut pas le prendre non plus pour argent comptant, et puis t'es que ça, et puis c'est tout. Mais plus de s'appuyer comme une base, en fait, sur laquelle tu peux dire, ok, maintenant que je me connais peut-être un peu mieux, je pourrais aller vers là, ou que l'entreprise essaie que, oh bah tiens, peut-être que tu pourrais essayer plutôt ça, et puis tu sais, avoir une vraie discussion, tu sais, parce que des fois, tu arrives en entretien annuel, où t'es là, puis t'as rien à dire. Le manager te connaît pas parce que t'as vu une seule fois dans l'année. Alors ça pourrait être aussi un autre débat et un autre sujet qu'on pourrait amener. Et puis toi non plus, tu sais pas forcément où est-ce que tu vas aller. Donc oui, là-dessus, je te rejoins complètement. Comme quoi, ça pourrait être une belle base aussi de discussion à amener entre... Effectivement, puis ça complète bien aussi les compétences techniques. Ou par exemple, pour rester sur ce thème, par exemple d'affronteur, l'affronteur, c'est quelqu'un qui va créer de la valeur plutôt sur les débuts de phase de projet. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se mettent en mode projet et construisent des équipes projets pour les particuliers. Et quand on sait que telle personne a ce talent d'affronteur, on va plutôt lui demander de venir intervenir et nous donner sa vision du projet en début, dans les phases qui vont vraiment être en amont, plutôt que quand on va arriver sur de la transmission ou de l'amélioration continue. Voilà, en fonction des talents qu'on a, il y a des moments dans les projets où quand on les active, on va davantage créer de la valeur. Et c'est cette complémentarité au sein d'une équipe qui va vraiment permettre d'aller créer de la valeur et de la performance. Et en plus, les personnes vont s'épanouir et s'engager parce qu'on va venir les solliciter au moment où ils vont aimer le faire. Donc ça, c'est quand même génial. Puis d'où l'importance aussi dans une équipe de ne pas avoir que des profils qui se ressemblent. Ça, c'est un autre sujet très très vaste. Mais effectivement, dans les entreprises où parfois la facilité va être d'aller recruter un peu des clones, enfin, on va être rassuré quand on voit que la personne a fait la même formation que soi ou le même parcours que soi. Certes, ça peut peut-être être réconfortant sur le CV, mais ça ne va pas permettre d'amener de la complémentarité au sein de l'équipe. Donc voilà, ça évite des limites. Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un manager qui, lui, doit recruter, puis forcément, pour lui, c'est plus facile, tu sais, des fois, tu vas recruter quelqu'un, vous commencez à discuter, il aime les mêmes choses que toi, c'est tellement plus facile au départ de se dire, attends, mais je vais recruter cette personne, on est tellement alignés, c'est sûr que tu vas pas te dire, ah bah non, en fait, moi, lui, ça se voit qu'on est quand même opposés, puis je vais l'embaucher lui. Et pourtant, dans ce que tu nous dis là, c'est, ah bah oui, mais ça pourrait quand même emmener tellement de complémentarité dans ton équipe. Tu fais comment quand tu es manager par rapport à ça? Alors, c'est pas forcément être opposé. Oui. Mais effectivement, ce qui est important pour un manager, pour moi, c'est vraiment de caractériser son poste avant de lancer son recrutement. Et c'est là où la fiche de poste et la rédaction de l'annonce est vraiment très importante. Et c'est ce qu'on peut bâcler, et moi la première, je ne suis pas du tout exemplaire sur le sujet, mais c'est ce qu'on peut bâcler en fait en entreprise. Et pour moi, ce qui est important, c'est effectivement quand on décide de recruter quelqu'un, on fait la liste de toutes les compétences métiers qui vont être indispensables, et à côté de ça, on va caractériser le poste, de savoir est-ce qu'il nous faut, en fonction du métier sur lequel on est en train de recruter, est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui est plutôt une prise de hauteur, donc quelqu'un qui va avoir de la vision, de la stratégie, qui va savoir prendre des décisions tranchées. Est-ce qu'il nous faut plutôt quelqu'un qui va être dans la régulation, donc ça veut dire vraiment créer du lien entre les personnes, entre les projets, amener de la cohérence, de la coordination, ou est-ce qu'il nous faut plutôt quelqu'un qui va être inventif, imaginatif, et de pouvoir caractériser son poste aussi en fonction de certains talents. Ça va permettre de recruter des talents complémentaires au-delà des compétences techniques, et du coup de créer des équipes qui vont spontanément apprendre les unes des autres et puis bien fonctionner parce qu'elles vont être complémentaires, et tout ça se fera naturellement parce que chaque personne va venir intervenir au bon moment et quand lui, ça lui plaît. Et donc c'est cette complémentarité qui, moi je trouve ça extrêmement enrichissant, et c'est ce que je conseillerais aujourd'hui aux managers, c'est d'aller au-delà des compétences techniques. Et je sais que c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on recrute souvent dans l'urgence, on recrute souvent, on aurait aimé davantage anticiper nos recrutements, et puis souvent, le recrutement, il est pour hier. Mais malgré tout, c'est de garder quand même en tête que quand on recrute quelqu'un, c'est dans la durée, que c'est important, et qu'il faut vraiment avoir des exigences
même si sur le moment, c'est pas évident. Oui, je veux que te rejoindre là-dessus. Et d'ailleurs, je vais rajouter aussi quelque chose que j'avais trouvé hyper intéressant, que mon compagnon d'ailleurs m'a partagé parce qu'ils font ça dans leur boîte et qui rejoint aussi ce que toi tu fais. C'est qu'en fait, chaque personne doit doit exposer la façon de comment elle fonctionne. Et c'est partagé avec toute l'équipe et avec le manager. Comment est-ce que moi j'aime bien est-ce que moi j'aime bien qu'on me challenge, si oui, de quelle façon. Enfin, tu sais, il y a plein de petites questions comme ça. Alors je sais plus exactement comment c'était fait, et puis je pourrais lui redemander, puis comme ça je vais pouvoir peut-être vous le partager. Alors je vais demander d'abord quand même, mais j'avais trouvé ça super intéressant parce que ça te permet aussi aux autres de l'équipe de mieux te connaître. Donc quand tu rentres dans une nouvelle équipe, toi tu peux voir aussi puis lire ce que eux ils ont noté, et puis toi de la même façon tu peux aussi partager ça. Et j'ai trouvé ça mais tellement fort, surtout que eux ils travaillent tous à distance. Donc, même à distance, en fait, ils ont ça aussi ensemble. Je trouve ça génial. Je suis vraiment preneuse d'avoir ce genre de retour d'expérience qui me parle énormément. Et en plus, je suis convaincue que ce genre d'échange, ça aide déjà à intégrer plus facilement et plus rapidement les collaborateurs dans les entreprises, que ce soit en distanciel ou dans les locaux. Que ça aide aussi à fidéliser parce qu'on se connaît mieux. Donc, du coup, on peut mieux ajuster, mieux permettre aux personnes d'évoluer dans l'entreprise. Donc, ça permet d'engager. Enfin, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial aujourd'hui. Complètement. Et puis là, je vois que le temps, il passe super vite. Et on arrive là à notre troisième et dernière partie. Mais avant ça, je vois que le soleil il est en train de se coucher. Du coup, je fais une petite pause technique. Non, c'est bon, on continue. C'est super, on continue. Et donc, c'est ça. Donc, ma troisième partie que je voulais aborder avec toi, c'est plus sur la partie défi. Parce que on a de grands discours comme ça de personnes qui ont changé leur carrière, et puis c'est super top. Mais je pense que dans tout ça, tu as des défis aussi, parce que peut-être que d'un coup tu te retrouves au chômage, et puis souvent les personnes se définissent par leur métier, puis comment tu te présentes dans ces cas-là, quand tu as fait cette pause-là. Tu as un défi aussi peut-être au niveau de la rémunération, peut-être de ta liberté, ou des choses comme ça. Toi, tu es passé par quoi comme défi là-dessus? Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Je t'écoute maintenant, je me tais. Je suis passée par beaucoup de questions. Enfin, effectivement, alors, ce que j'ai en premier dû lever, c'était la peur financière. Parce que j'ai été salariée pendant 10 ans, et c'est un sacré confort d'avoir une paye qui arrive en fin de mois. Tous les mois, le même montant, et quand on est salarié, on s'en rend pas forcément, on s'en rend plus compte, c'est devenu normal. Donc moi, en fait, pour envisager ma reconversion, je me suis beaucoup questionnée sur financièrement comment j'allais faire, de me dire et de combien finalement est-ce que j'ai vraiment besoin de toujours gagner plus, quel est le minimum avec lequel je peux vivre. Enfin, je me suis posé toutes ces questions financières parce que j'en avais besoin. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui soit mercenaire ou vénal. Mais voilà, ça faisait partie, pour moi, c'est les fondamentaux. Enfin, il fallait que je m'assure que financièrement, ça allait tenir. Ce qui était important aussi, c'est de lever tout ce qui est lié au statut social. Pour moi, c'était beaucoup de barrières que je me mettais, de ce que les autres attendaient de moi. Et c'est pas facile, maintenant j'en parle avec beaucoup plus de légèreté, mais rien que moi d'annoncer à mes parents, qui sont des personnes très ouvertes, qui m'ont toujours suivie, que j'allais quitter mon entreprise sans rien derrière parce que je voulais plus faire mon métier, j'appréhendais leur réaction. J'appréhendais vraiment leur réaction parce que moi, mon père, il a fait toute sa carrière dans la même entreprise. Pour eux, avoir un travail stable, c'était un pilier dans la vie, et que c'était très important. Et donc, moi, j'avais l'impression de faire à la fois un caprice et que j'allais les déplacer, enfin les décevoir par ce comportement-là. Mais en même temps, j'étais dans une situation où je ne pouvais plus... moi, j'étais plus en phase avec moi-même, ça ne pouvait pas continuer. Et finalement, cette barrière, elle a été levée très rapidement. Je l'ai annoncé à mes parents. Et ils m'ont dit, mais si tu es en phase avec toi-même, nous, on te fait confiance. Et je me suis dit, waouh, ça fait des mois où je me demande comment je vais vous annoncer ça. Et vous me faites confiance. C'est si simple. Donc finalement, c'est de lever des barrières parfois qu'on se met tout seul. Parce que, pareil, auprès de nos amis, où ils nous ont toujours vus à tel niveau, c'est vrai que j'avais un poste qui était un poste de cadre, de responsable RH, quelqu'un qui avait réussi, qui n'avait pas eu de période de creux dans sa carrière.
je me mettais la pression par rapport à ça. Et en fait, quand je l'ai annoncé autour de moi, j'ai vu que tout le monde me disait, mais il faut que tu sois en phase avec toi-même, et tant mieux. Bon, ça m'a, voilà, c'est levé peut-être des freins qu'on se met tout seul, qui peuvent paraître un petit peu anodins quand j'en parle comme ça, mais pour moi, c'était très important, en fait. Je pense que tu as aussi beaucoup le regard de l'autre. Mais oui. Mais oui. Et pour moi, c'était important de savoir ce que les autres allaient penser de moi, alors que maintenant que je suis en phase, je sais justifier mes choix. Et j'attends plus, beaucoup moins, j'attends plus, c'est pas que j'attends plus, mais j'attends beaucoup moins le regard de l'autre par rapport à mes choix, et c'est très libérateur. Et t'as eu des réflexions quand même, ou pas du tout au final? Oui, il y en a eu, bien sûr, mais sur le coup qui m'ont atteint, et puis maintenant je me dis que, voilà, j'espère juste que les échanges qu'on a eus, ça les aidera peut-être avec le temps à revoir leur position. Oui, complètement. Et en revenant sur la rémunération, est-ce que il y a des, justement, quand on veut changer de carrière, tu dois quand même avoir quand même beaucoup d'argent de côté? Est-ce que tu as des aides? Est-ce que, je sais pas si tu sais ces choses-là ou pas. J'en ai aucune idée, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui. Quand on est en France, on peut quand même activer, on a la chance de pouvoir activer le Pôle emploi. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance de partir sur une rupture conventionnelle, mais même quand on démissionne, effectivement, il y a une plus grande période de carence, mais il y a toujours possibilité de trouver des financements. Donc c'est vrai que quand on est en France, on a beaucoup de chance là-dessus. Donc là, ce serait une première peur déjà que tu peux peut-être... Oui, de pouvoir en discuter, de partir avec une rupture conventionnelle, j'allais dire, c'est un peu la voie royale que j'ai eue, et j'en remercie beaucoup l'entreprise qui m'a permis de faire ça. Mais après, c'est aussi peut-être de négocier, quand ça fait longtemps qu'on est dans la même entreprise, de négocier une période de sans solde, parce qu'on se rend compte qu'il faut sortir de l'environnement qui ne nous convient plus pour que les idées s'éclaircissent. Moi, tout est venu très rapidement une fois que j'avais quitté l'entreprise. Tant que j'étais dans l'entreprise, j'arrivais pas à avoir les idées assez claires. Et on reprend de la confiance en soi quand on est libéré de ce qui ne nous convient plus. Donc finalement, ça, c'est tellement un conseil, le changement a été assez vite. Et puis je voulais pas rester inactive pendant cette période de questionnement. Et j'ai été dans du bénévolat. Et il y a 1000 causes qui m'intéressent aujourd'hui et sur lesquelles j'aurais pu aller sur du bénévolat. Et tout naturellement, j'ai été sur l'insertion professionnelle. Donc finalement, et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est mon entourage qui m'a dit, mais t'as vu que le bénévolat, il est en lien en fait avec ton métier. Et moi, sur le coup, je m'en étais pas rendu compte. Donc ça a été aussi un élément que j'ai vraiment pris en compte et qui m'a fait vraiment me dire que c'était mon environnement de travail qui ne me convenait plus, mais que le métier, finalement, me convenait et que ça faisait partie, voilà, des choses qu'il fallait que je continue à être RH finalement, mais parce que j'aurais pu aller sur des causes qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé. Enfin, il y a énormément de causes aujourd'hui qui m'intéressent, et j'ai été là-dessus spontanément. Donc, comme quoi, de s'ouvrir les horizons, effectivement, le bénévolat, moi, ça a été quelque chose qui était très important. Et aujourd'hui, je l'ai énormément ralenti, mais je le garde quand même encore un petit peu. Et comment tu as réussi à te détacher du regard de l'autre? Ça a été par beaucoup de travail personnel, à la fois avec une psychologue, avec Claire que j'avais rencontrée, avec laquelle j'ai pu faire un bilan de compétences. Et on a quand même travaillé tous ces sujets-là. Et puis le fait de me sentir en phase avec moi-même. Du coup, le regard des autres, il était beaucoup moins important. En tout cas, il pesait moins dans mes décisions. Il reste important, le regard des autres. Mais aujourd'hui, vu que je suis en phase avec moi-même, je peux le justifier et j'ai suffisamment d'aplomb pour assumer enfin mes décisions. Mais ça, voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc, est-ce que maintenant tu dirais que tu es à ta place? Oui, je dirais que j'ai trouvé ma juste place. C'est un super entourage. J'ai eu la chance d'être très très bien entourée. Ouais, je pense que le soutien social, c'est ce qui est le plus important. Ça, tu sais à quel point je te rejoins là-dessus, c'est sûr. On arrive vraiment bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas discuté, qui est important pour toi aujourd'hui de partager? De tout faire en sorte pour être en harmonie finalement avec soi-même. Et même si on peut avoir la volonté de décorer les vies professionnelles et vies personnelles, malgré tout, c'est d'être en phase avec ses valeurs. Et je pense que les valeurs qu'on a, elles sont les mêmes dans le perso que dans le professionnel.
Donc c'est plus de faire un travail sur soi et ses valeurs pour pouvoir justement trouver une harmonie dans le travail et dans sa vie personnelle. Et ça marche pour moi aussi bien pour quelqu'un qui va s'investir et vivre à travers son travail que quelqu'un qui aura plutôt un travail alimentaire. Ça fonctionne dans toutes les situations. D'être en phase avec ses valeurs, avec soi-même. Mais ça demande beaucoup d'énergie et de temps, de réflexion. De faire une pause, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est faire une pause. Mais on l'entend de plus en plus, finalement, de personnes qui font des breaks. Moi, c'était pas forcément quelque chose que j'envisageais il y a encore quelques années. Je me disais, ouais, c'est chouette, ils partent voyager, ils prennent le temps de ça. Franchement, c'est top. Aujourd'hui, je le vois complètement différemment. Et je vois ça plutôt comme une décision courageuse de se remettre aussi en question et d'aborder après une vie sous un autre angle. Et je pense qu'un jour, je ferai un break. Eh ben, je te réinviterai après le break comme ça. On pourra en parler. Je pense que ce serait un autre beau sujet de podcast. Et maintenant, la question un peu signature du podcast, si je peux l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Aujourd'hui, je sais que en ayant trouvé ma place, je me sens utile quand je vais travailler. Je sens que je suis à ma place, je sens que y a j'ai confiance en moi et qu'on a confiance aussi quand j'arrive au travail, on a confiance dans ce que je vais pouvoir proposer. Et c'est ça en fait qui me permet de me lever avec plaisir et enthousiasme le matin. Ah, c'est oui. Est-ce que tu as une idée si aujourd'hui je devrais inviter quelqu'un dans le podcast, qui est-ce que tu aimerais voir? Je dirais Claire. Et ben c'est noté. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Alors ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu peut-être un impact sur toi et que tu aimerais partager. T'as le temps de chercher, t'inquiète pas. T'as le temps de chercher. J'ai vu que t'as une belle bibliothèque, t'as le temps d'aller regarder aussi. Il y a un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est De l'Everest au Cap Horn, ou l'inverse, du Cap Horn à l'Everest, où effectivement c'est le lien justement entre la montagne, la mer, le dépassement de soi, apprendre à se connaître. Et ça, c'est un livre que j'invite vraiment beaucoup de personnes à lire, que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. Et il y a plein de choses qu'on peut vivre dans notre vie personnelle à travers des passions qui peuvent être transposables dans la vie de l'entreprise. Et je te donnerai toutes les coordonnées. Et je les mettrai dans les notes de ce livre. Je sais plus si c'est de l'Everest au Cap Horn ou du Cap Horn à l'Everest. Il est sur ma table de nuit. Et j'adore ce livre. Ah, top. Et enfin, mais si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait? On me contacte. Je suis sur LinkedIn, par exemple. Et ça aussi, c'est la même chose. Je mettrai aussi tous tes contacts, tout ce que tu as cité dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui, dans les notes de l'épisode. Et puis merci beaucoup Hélène, merci pour ce moment qu'on a partagé qui est passé beaucoup trop vite. En fait, je voyais, je me dis waouh. Et c'était super intéressant. Alors pour répondre à ta première question que tu me disais au podcast que tu espérais que ça allait être intéressant, je t'assure, c'était super top. Alors merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à mettre tout plein de petites étoiles, des pouces bleus, des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube. Bref, vous savez ce qu'il faut faire. Et dernière chose, c'est vrai que changer de carrière n'est pas forcément facile. Les enjeux sont élevés, mais c'est possible. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner. Ciao!